Affichant une volonté de promouvoir les échanges et le développement, la Chine présente son projet des nouvelles routes de la soie comme une sorte de mécénat à l'échelle régionale. Ce projet n'est pas sans rappeler celui de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe 6 États membres. Si l'OCS a été créée afin de répondre à des enjeux militaires et diplomatiques, elle tend à se convertir en une organisation économique. Les nouvelles routes de la soie s'inscrivent dans cette optique d'intégration économique à grande échelle, emmenée par des promesses d'aide au développement et une volonté altruiste de redynamiser l'économie mondiale en développant celle d'une région en pleine croissance, l'Eurasie. Pékin dispose d'une force de proposition impressionnante et se donne les moyens de ses ambitions, notamment du point de vue financier, avec la création de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, dotée d'un fonds de 50 milliards de dollars. Les concrétisations du désir d'intégration de la région voient déjà le jour. Pékin investit massivement dans les infrastructures des pays liés au projet des routes de la soie. En 2014, les investissements directs à l'étranger de la Chine ont dépassé les 100 milliards de dollars, un record. C'est-à-dire que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, c'est ainsi qu'elle se nomme en français, auquel ont adhéré d'ailleurs d'une manière très significative la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pourtant alliés des États-Unis, serait une alternative au modèle du FMI, donc une façon de se positionner contre les États-Unis. Et c'est vrai qu'on est toujours assez sidéré par l'extraordinaire capacité financière de la Chine. Quelques exemples qui me viennent immédiatement à l'esprit. Tout d'abord, dans sa périphérie la plus proche, précisément dans la région de l'Asie centrale, en avril 2015, le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Pakistan. Il a injecté 43 milliards de dollars de projets de coopération. C'est absolument colossal. Et ce, en pleine crise financière internationale. Le problème pour la Chine, si vous voulez, quand vous regardez la carte, la Chine est encerclée. Elle est encerclée du nord en passant vers le sud et en allant jusqu'à l'ouest, très clairement. C'est-à-dire que quand vous regardez la carte, sans être un grand stratège, vous voyez que le Japon est l'allié des États-Unis, Taïwan est aussi l'allié des États-Unis, ensuite pratiquement toute l'Asie du Sud-Est est également l'allié des États-Unis, et ce jusqu'à l'Inde. Et en Asie centrale, il y a aussi des rivalités parce qu'un certain nombre d'États hésitent entre le choix d'une politique pro-chinoise ou pro-américaine. C'est le cas par exemple de l'Ouzbékistan, d'Ismail Karimov, le dirigeant actuel. C'est le cas du Kazakhstan aussi. Donc clairement, la Chine est encerclée. Ce qui crée en même temps une sorte de paranoïa chez les dirigeants chinois, etc. Et ça, c'est assez dommageable, effectivement. Et en même temps, donc la Chine, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Les Chinois, finalement, n'ont pas d'autre choix que de percer vers l'ouest. Pour effectuer sa percée, la Chine semble vouloir intégrer ses rivaux en proposant une alternative au modèle américain. Ici, le principal pays à être visé, c'est l'Inde. Sur fond de querelles frontalières et d'alliances contraires, les rivalités entre les deux pays sont anciennes. Aujourd'hui, les Indiens sont alliés des Américains et plus largement de l'Occident. Avant 1991, l'Inde était l'allié de la Russie contre la Chine. Alors, malgré le bouleversement opéré au lendemain de la guerre froide, l'Inde a toujours fait figure de rivale face au gouvernement chinois. Pour autant, et comme souvent dans les relations diplomatiques, les enjeux économiques changent la donne. Chacun des deux pays est conscient qu'il bénéficierait d'un partenariat. Alors, si la Chine choisit aujourd'hui de contourner l'Inde pour installer ses routes, la possibilité d'en faire un allié n'est pas totalement écartée. De même, l'Inde ainsi que de nombreux pays d'Asie du Sud-Est ne disposent manifestement que de peu de leviers pour s'opposer au projet chinois du fait de leur dépendance aux échanges commerciaux avec la Chine. Alors, les États-Unis, évidemment, ripostent de plusieurs manières. Tout d'abord par la création, effectivement, d'un pôle stratégique qu'ils espèrent prioritaire. En tout cas depuis 2011, donc ça remonte déjà à plusieurs années, quand Hillary Clinton était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, elle a déclaré très clairement que l'Asie du Sud-Est était la priorité de la stratégie américaine. La région d'Asie du Sud-Est est convoitée par les Américains, et la tournée asiatique du président Barack Obama en 2014 en est pour preuve. Pour autant, face à la menace terroriste croissante, à la montée des tensions au Moyen-Orient
et aux dangers que représente la Corée du Nord, les États-Unis n'ont pas les moyens d'exercer le rôle de leader dans la région d'Asie-Pacifique. Mais le gouvernement américain ne dit pas son dernier mot. S'il ne peut pas rivaliser directement avec la Chine en Asie, il se dit prêt à élargir le traité multilatéral de libre-échange économique à de nouveaux pays de la région, en excluant, bien sûr, la Chine. En effet, les nouvelles routes de la soie sont une réponse directe au partenariat transpacifique qui rallie les économies des pays de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique. Historiquement, la Russie est l'allié de la Chine. Alors, même si les nouvelles routes de la soie risquent de diminuer l'influence de Moscou dans la zone eurasienne, la Russie fait figure de véritable soutien pour la Chine dans ce projet. Néanmoins, la Chine et la Russie adoptent des positions stratégiques et diplomatiques contraires dans la région eurasiatique. Les divergences de position face à la crise ukrainienne et les disparités économiques viennent noircir les relations sino-russes, obligeant la Chine à se tourner vers d'autres partenaires. Et même la méthode diplomatique employée par la Russie comme la Chine est différente. Aujourd'hui, on voit bien que dans sa stratégie de communication, y compris vis-à-vis de l'Europe, la Chine est assez séductrice, elle est assez fine, elle a une stratégie qui est de dire voilà, nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas contre les intérêts de l'Union européenne, les Européens encore moins contre l'Occident, nous sommes là pour trouver voilà, les moyens de partager des intérêts, des opportunités économiques, alors que la Russie, compte tenu aussi du contexte tendu suite à la crise ukrainienne, a une diplomatie une stratégie de communication qui est très différente. Notons que si elle est encore la première puissance économique au monde et le premier partenaire commercial de la Chine, l'Union européenne est la grande absente du projet chinois. Si certaines grandes puissances viennent questionner la réalisation du projet, une autre considération entre en jeu, le défi sécuritaire. En effet, le trajet des routes de la soie traverse des régions instables, frappées par le terrorisme, les guerres civiles, le mercenariat ou des réseaux mafieux, si bien que la circulation des hommes et des marchandises peut être rendue difficile. Comment vous allez protéger le développement de ces réseaux commerciaux et globalement les routes de la soie? Alors, souvent les acteurs chinois, chercheurs, diplomates répondent oui, ok, mais on est flexible. C'est-à-dire que c'est pas une route figée dans le marbre, vous voyez, il n'y a pas une carte unique avec un tracé qui ne bougera pas. Si on a des difficultés, on contournera. Donc ça, c'est la première approche. Deuxième, il y a d'autres. Après, bien sûr, c'est des réponses qui ne sont pas officielles, là, hein. C'est des réponses, c'est juste pour montrer l'approche flexible côté chinois. Et la deuxième, parfois, deuxième élément de réponse, c'est il ne faut pas voir les routes de la soie comme des tracés, il faut voir ça comme des hubs, des noyaux urbains de développement. Et donc, la Chine investira là, et si entre les deux, il y a une région particulièrement difficile d'accès, tendue, qui pose des problèmes de sécurité, et ben on n'est pas obligé de relier les deux points. On est vraiment dans cette approche-là.